Donc à ce cours-ci, on va voir comment passer de la sculpture euh, organique version sketch. Donc là on était jusqu'à une version sketch donc avec le travail de la silhouette. Le sketch pour moi est fini au niveau de la tête où il y a déjà bah, les basses fréquences, donc tout ce qui est silhouette, forme de base, etc., proportion, et certaines moyennes fréquences qui sont introduites dans le sketch, où là, eh bien, comme je l'ai montré au dernier cours, eh ben, certains éléments des images de référence sont venus enrichir la sculpture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est finaliser et voir une manière, et même plusieurs techniques, pour finaliser les parties organiques. Alors, pour finaliser les parties organiques, je vais afficher tout, toutes les, tous les accessoires. Et où est-ce qu'il est le casque ici? Voilà. Donc afficher tous les accessoires me permet eh bien, de voir en fait quelle partie de la tête, en l'occurrence, va être visible. Ok. Et cette partie de la tête qui va être visible, eh bien, je vais pouvoir ici dupliquer le subtool de sketch. Et de la duplication, eh bien, je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin. D'accord. Donc pour supprimer, on se souvient très bien. Donc on va isoler la partie. Je vais aller un petit peu plus loin, hein, histoire de me donner un petit peu de latitude. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la partie de la tête que je vais garder. Et donc je peux faire un delete hidden et un close all. Et encore, le close all, je vais pas le faire. Je vais pas le faire en fait. Puisqu'il n'y a pas besoin de faire un close all. Et on peut encore sauver quelques tris. Ok, donc delete hidden. Et là, on peut continuer à faire évoluer l'objet. Première chose qu'on va faire, c'est sélectionner la mâchoire et on va voir comment faire un modèle avec la bouche ouverte. Donc on va sélectionner la zone de la mâchoire, on va venir préciser la zone de la lèvre. Et on va faire une rotation de profil. Donc là, je vais enlever la perspective. Je vais mettre vraiment de profil et je vais prendre un point de repère ici, imaginaire, au milieu de la sphère de la mandibule ici. Et je vais ouvrir la mâchoire. Alors, quand on ouvre la mâchoire, on ne va pas l'ouvrir à fond, on va l'ouvrir à moitié. On a juste besoin de pouvoir creuser l'intérieur sans forcément avoir la bouche grande ouverte. D'ailleurs, quand on modélise un personnage, euh, même un humain, on va dire, en high poly, on va toujours avoir un layer avec la bouche semi-ouverte pour pouvoir aller
sculpter les lèvres et l'intérieur bouche s'il faut, mais on ne va pas aller jusqu'à une bouche complètement ouverte pour ne pas qu'il y ait trop de déformation non plus. Parce que si par exemple vous sculptez votre tête neutre avec la bouche ouverte pour pouvoir faire les lèvres, etc., mais complètement ouverte, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir le refermer, vous allez avoir des problèmes de skinning aux commissures, vous n'aurez pas des beaux coins de lèvres, etc. Donc il ne faut pas non plus ouvrir trop la bouche. Juste entre-ouvrir la bouche suffit à la fois pour le baking, à la fois pour le sculpting de l'intérieur de la bouche, vous allez le voir. D'accord? Donc là, on ouvre légèrement la bouche. Et là, on va reprendre. Donc, vous voyez que là, la géométrie est étirée. C'est pas bien grave. Là, on va reprendre l'intérieur de la bouche. Et peut-être même qu'avant de faire ça, on va déjà recalculer un Dynamesh. Alors le Dynamesh, je ne sais plus exactement. Ouais, ça c'est un peu trop bas. Ouais, ça c'est bon. Donc là, c'est juste un Dynamesh qui va permettre de conserver exactement tous les détails que j'ai rajoutés. Et ce qui va me permettre de venir ici plus précisément sélectionner l'intérieur de la bouche. Et cet intérieur bouche, eh bien, on va le creuser. Ok, alors pour le creuser, on peut utiliser la brush clé tube avec du smooth. Et une fois que c'est bien creusé, ben, on peut prendre la brush move et venir pousser tout ça dans le fond. Bien faire attention au coin des lèvres, hein. Il faut qu'il soit aussi repoussé vers l'intérieur. Ok. Une fois que c'est fait, eh bien, vous recalculez votre Dynamesh. Et là maintenant, eh bien, on peut travailler sur l'intérieur de la bouche plus facilement puisqu'on peut venir masquer la partie inférieure par exemple. Et maintenant on peut venir travailler sur la partie supérieure. On peut aussi travailler à l'intérieur sur les gencives. Donc vous voyez le fait d'avoir ouvert toujours au stade, oui, on est toujours au stade du Dynamesh évidemment pour pouvoir ouvrir l'intérieur de la bouche. Donc là on a les gencives. Et ici on aura le palais.
Ok. Ok, donc là on va préparer l'intérieur de la bouche, du dessus de la bouche, et puis on va faire la même chose pour le dessous de la bouche. On va isoler la partie inférieure. Voilà. Et on va aussi venir travailler les lèvres. L'intérieur de la bouche. Et les gencives. Ok. Et là on peut recalculer un Dynamesh pour venir rajouter un peu de définition là-dedans. Et une fois qu'on a recalculé le Dynamesh, donc pour ça il a fallu afficher à nouveau toute la géométrie. Et une fois qu'on a rajouté le Dynamesh, on peut venir cleaner un petit peu ce qui doit être cleané. Ici c'est juste ramener les masses, donc on ne doit pas aller trop loin dans la précision. On pourra encore le faire après. D'ailleurs on aura la géométrie qui nous permet de le faire après. Et voilà, donc là on a le personnage qui a la bouche entrouverte. Euh, et donc on a toute la géométrie qu'il faut pour pouvoir passer à la suite et arriver vers la géométrie finale où là on va voir les nouveaux outils qui vont nous permettre de finaliser complètement euh, le modèle. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, vous voyez ici, j'ai quelques petites pétouilles. Donc je vais cleaner. Ça, c'est des pétouilles de Dynamesh. Hein, c'est le quand j'ai recalculé le Dynamesh, les planes étaient trop près l'un de l'autre. Donc il a fait des trous. Donc ça c'est pas bien grave, je vais recalculer un Dynamesh maintenant et ça va beaucoup mieux. Ici il y a encore un petit trou. Ok, donc ça c'est la partie maintenant que je vais sur laquelle je vais travailler. Je vais vérifier si ça rentre toujours bien dans mon mesh, ça rentre toujours bien dans mon mesh, donc il n'y a pas de problème. Je vais quand même un petit peu étirer la partie arrière au cas où j'ai besoin d'un petit peu plus de liberté à ce niveau-là. Et je vais flouter un peu les bords pour ne pas avoir de problème. Je vais faire un petit close all parce que je vois qu'il y a des trous. Ok, donc bien inspecter votre modèle pour voir si tout fonctionne comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien les trucs bien propres. Voilà, hop. Un petit peu de clean-up. Voilà.
Donc maintenant, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire que on va dupliquer encore une fois ce subtool là. On va dupliquer ce subtool là, pourquoi? Eh bien, pour créer une nouvelle topologie, cette fois-ci avec de beaux edge flows et des beaux quads, et cette topologie va nous permettre de faire le high poly final. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser un outil qui s'appelle le Z-Remesher. Ok? Alors le Z-Remesher, regardez, ici à partir d'un Dynamesh, eh bien, si on clique sur Z-Remesher, il va créer une nouvelle géométrie bien propre, l'algorithme est vraiment bien fait, avec comme objectif d'arriver ici target polygon count 5, 5000, donc 5000 points ou 5000 quads, pas toujours facile à évaluer avec ZBrush, mais 5000 trucs, et vous allez voir, ça marche très bien. Donc là, il fait, voilà, en quelques secondes, il fait le travail euh, qu'il aurait fallu des plombes à faire dans 3D Code. Vous voyez que c'est assez propre, que les quads sont assez homogènes, sont bien répartis, et c'est ça qui va nous permettre de faire euh, un high poly non plus en Dynamesh subdivisé un peu pourri qui permettait d'aller jusqu'à un certain niveau mais qui permettait pas d'aller très loin. Là on va pouvoir aller vraiment loin dans le détail euh, avec donc un mesh de subdivision, ça sera le base mesh et donc on aura ce mesh là qui va être subdivisé un certain nombre de fois jusqu'à avoir une finesse assez haute dans la définition pour faire du détail de haute fréquence. Alors pour vous expliquer un peu comment ça marche, eh bien, sachez que dans les outils, vous avez quelque chose qui s'appelle Z-Remesher Guides. Pour ce personnage-ci, vous avez vu que les flows étaient bien faits, j'en ai pas trop eu besoin, mais parfois pour des humains où on veut des edges bien particuliers, des edge flows bien particuliers, eh bien, on peut venir dessiner sur le modèle en symétrie une série d'edges. Et ce sont des guides en fait. Des guides que le Z-Remesher euh, va suivre à un certain pourcentage. Donc on va faire les guides et puis on va dire à ZBrush, bah, les guides tu peux les suivre à 100%, à 50% ou pas du tout. Alors on n'est pas obligé d'en mettre partout, c'est juste pour s'assurer que certains flows bien particuliers soient bien présents. Ici par exemple, j'en mettrai un ici dans le creux pour les UV. D'accord? Et alors, vous voyez que dans les options, vous avez donc le target poly count. Donc, pour une tête comme ça, 5000, c'est bien. Vous pouvez aller jusqu'à 100 000. Le minimum, c'est 0,1. Donc, c'est 100. Mais ici, on va aller jusqu'à 5000, puisque c'était une bonne densité, à mon avis. Et vous voyez que vous avez aussi une tirette qui s'appelle Curve Strength, et là c'est pour déterminer à quel pourcentage vous voulez que la topologie suive les guides que vous mettez ou pas. Et là je vais les mettre à 90%. Et là je vais recalculer le Z-Remesher.
on voit que autour de la bouche, il a bien suivi. On voit que ici autour du cou et de la gorge, il a aussi fait quelque chose de tout à fait correct. On verra si on peut faire ça proprement. Bon, ici il a fait un peu plus ce qu'il voulait, mais c'est pas bien grave. Ok. Donc ça c'est la deuxième partie, on va dire. Une fois qu'on a ouvert la bouche, qu'on a fait un peu de clean-up, etc., on va transformer le mesh qui était en Dynamesh, qui était le sketch. Ça pouvait être un Dynamesh très haut, un Dynamesh moyen, un Dynamesh subdivisé, mais ça restait quelque chose de temporaire, on va dire. Euh, et là, on va vers quelque chose de plus définitif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Première étape, eh bien, on va simplifier un peu tout ça. On n'a pas besoin des faces ici à l'intérieur, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire déjà pour optimiser un peu le travail, eh bien, c'est supprimer les faces qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa pour sélectionner ces faces-là? S'il te plaît? Non? Ok. Quand vous cliquez sur CTRL et SHIFT, vous avez accès aux outils de clipping. Et quand vous utilisez le lasso, eh bien, il y a une petite fonction en plus que vous avez peut-être déjà activée sans le faire exprès. C'est que si vous faites un CTRL SHIFT sur l'edge, eh bien, il cache le ring. C'est pas un bug, d'accord? C'est un outil en plus. Et donc, regardez ici, dans ce cas-ci, eh bien, il a caché le ring qui fait tout le tour du modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que avec mes options de polygroup ici, donc j'ai autogroup, je vais mettre ici en dessous, j'ai group visible, et là, au cours passé, on avait utilisé group masked. Eh bien, grâce à mes options de polygroup maintenant, eh bien, je peux facilement séparer les deux parties, la partie que j'ai envie de récupérer, la partie que j'ai envie de supprimer. Comment est-ce que je fais? Eh bien, en ayant caché le loop qui est ici, si je fais un autogroupe, eh bien, il repère qu'il y a une discontinuité dans les deux parties affichées, ce qui fait qu'il repère qu'il y a un nouveau polygroup. Ok? Ce qui fait que maintenant, eh bien, je peux facilement isoler la partie intérieure. Ici, j'ai envie de shrinker un peu la sélection, et ça, je répète, je l'ai peut-être déjà parlé, c'est dans Visibility. Vous avez le gros et le shrink. Ici, les raccourcis par défaut, c'est CTRL-SHIFT-X et CTRL-SHIFT-S. Moi, je vous propose de faire un CTRL-ALT dessus et de faire numpad plus pour le gros et de faire un numpad moins pour le shrink. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'avec le plus, on agrandit la sélection et avec le moins, on shrink la sélection. Ce qui fait qu'on peut plus facilement, parfois, ajuster ajuster ce qu'on veut vraiment afficher. Et donc là, on vérifie que tout est clean et puis on fait un delete hidden. Et là, j'ai un base mesh qui est un petit peu plus optimisé. Alors, autre chose, qu'est-ce que j'aimerais bien faire aussi avec ce base mesh là? J'aimerais bien qu'il y ait des UV. On verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'on va utiliser du surface, noise, etc. avec une application en UV. Donc on va faire les UV dans ZBrush directement. Ça prend 5 minutes. Alors pour faire les UV dans ZBrush, la première chose à faire, c'est si vous voulez qu'il y ait plusieurs d'îlots d'UV, eh bien on va couper le modèle en polygroup. Et dans les options de dépliage d'UV, on pourra cocher utiliser les polygroupes pour faire des îlots. Comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus pratique. Par exemple, l'intérieur de la bouche, j'aimerais bien que ce soit un îlot séparé. Donc pareil que tout à l'heure, je reprends mon lasso. Souvenez-vous, j'ai fait un edge
sur le bord des lèvres pour être sûr d'avoir un beau contour de flow à cet endroit-là. Ce qui fait que je peux avoir un intérieur-bouche bien propre. Donc pareil, je fais un groupe autogroupe pour qu'il repère les deux éléments. Je vais sélectionner l'intérieur ici, faire un petit moins pour shrinker un petit peu la sélection. Et quand je vois que c'est bon, je fais un groupe visible pour qu'il groupe ce qui est affiché. J'intervertis et je fais un groupe visible. Ok. Ce qui fait que là, j'ai deux polygroupes avec l'edge ici au milieu de la lèvre qui me permettra de déplier l'intérieur de la bouche séparément de. Alors, le low poly qu'on a là, c'est pas le low poly qui va aller dans le jeu, hein. C'est un base mesh propre pour pouvoir faire un beau high poly dans ZBrush. C'est pas la même chose. Les UV qu'on fait là, c'est pas les UV du jeu non plus, hein, du personnage du jeu. C'est des UV qui vont temporaires du base mesh qui vont nous servir à pouvoir travailler le high poly en utilisant plein de choses sympas. On verra ça plus tard. Donc on pourra faire des textures avec ça, on pourra aller dans Photoshop, récupérer les textures qu'on fait dans ZBrush, retravailler les couleurs, revenir les appliquer ici grâce aux UV. Qu'est-ce que j'aimerais bien encore? Eh bien, j'aimerais bien que le cou soit séparé de la tête. Et donc là, j'avais aussi fait un truc qui passait par l'oreille et qui longeait ici le cou. Alors ici, il faudra que je trouve une connexion quelque part. Et la connexion, ce sera ici. Voilà. Ok, donc là, je vais cacher cette partie-là aussi. Et là, je vais faire un autogroupe. Et là, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux que ceci, moins ceci, soit dans un autre polygroupe. Donc je fais un autogroupe, un groupe visible, pardon. Et puis j'intervertis, je cache l'intérieur bouche avec le select rectangle. Et là je fais un groupe visible. Voilà. Là j'ai mes trois îlots d'UV qui sont configurés. Donc ça veut dire qu'il y aura le visage, le cou et l'intérieur bouche comme îlot d'UV. Donc les UV faciles dans ZBrush, on va ouvrir le tiroir de gauche, on va mettre Z plugin et tout en bas vous avez un truc qui s'appelle UV Master. Ok, c'est le module qui permet de faire les UV dans ZBrush. D'accord. Ici, par défaut, symétrie est activée, ça veut dire qu'il va déplier en symétrie ce qui peut l'être. Et on va ici cliquer sur Polygroup. Pourquoi est-ce qu'on clique sur Polygroup? Eh bien justement pour dire à UV Master qu'il utilise les polygroupes qu'on vient de définir pour faire ses îlots d'UV. Ensuite, comment est-ce qu'on va lui indiquer où on veut qu'il coupe s'il en a besoin? Eh bien, c'est en peignant. Ok, donc on va peindre avec différentes couleurs et ce sont les différentes couleurs qui vont indiquer à ZBrush s'il veut protéger la zone, attirer la couture dans la zone ou alors on efface la protection ou l'attraction. Donc là on va cliquer sur Enable Control Painting et on va prendre la brush standard. D'accord? Pour peindre, on va utiliser la brush standard. Et vous allez voir ici, quand je vais cliquer sur Protect, automatiquement, la brush se met en RGB. Ça veut dire qu'on va pouvoir peindre avec la brush. Et vous voyez que Z-Add et Z-Sub sont décochés.
Qu'est-ce que c'est en fait, les petites options ici? Jusqu'à maintenant, on utilisait zadd et zsub, qui permettaient soit de creuser en positif, soit de sculpter en creusant, non, soit de sculpter et rajouter de la matière, soit de creuser la matière, donc c'était zadd et zsub. Qu'est-ce que c'est que mRGB, RGB et M? Eh bien, mRGB, c'est pour peindre avec le matériau sélectionné et la couleur sélectionnée sur le modèle. RGB, c'est pour ne peindre que avec la couleur. Et M, c'est pour ne peindre que avec le matériau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut assigner euh, des matériaux à certaines parties du modèle en peignant, comme on peut peindre sur le modèle. euh, Alors, c'est du vertex painting, hein. Dans ZBrush, le polypaint, c'est du vertex painting. Donc, plus vous avez un modèle dense, euh, bien, c'est comme si vous aviez une texture avec beaucoup de définition sur le modèle. Plus votre texture sera fine. Alors ici, vous voyez que quand on a cliqué sur Protect, automatiquement, il a sélectionné la couleur rouge. Et le truc le plus simple, au lieu de commencer à protéger certaines zones, etc., eh bien, c'est de remplir tout votre modèle de rouge. Donc première étape, vous remplissez tout de rouge. Pour faire ça, vous allez dans Color et vous cliquez sur Fill Object. Et là, vous voyez que tout l'objet devient rouge. Pourquoi est-ce qu'on voit bien le rouge? Parce que quand on a cliqué sur Protect, pardon, il a automatiquement assigné le Skin Shade 4 qui est blanc, ce qui fait que le rouge devient réellement rouge. On verra ça plus tard. Euh, alors, ce fameux Color Fill Object, je vais l'utiliser souvent, donc je le prends dans mon interface. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a fait un protect sur tout le personnage. Et donc, a priori, il ne mettra pas les coutures. Il ne mettra pas les coutures à cet endroit-là. Maintenant, on va faire un attract et lui dire précisément où on veut que la couture soit. Et moi, je veux que la couture soit... Non, qu'elle soit pas là. J'aimerais bien qu'elle soit justement plutôt cachée ici à l'intérieur. Ok, donc je lui mets une petite couture ici à l'intérieur et je peins en bleu. Donc si j'enlève le polyframe, on voit que je peins en bleu. Ok, et là, on attire les coutures. Et vous voyez que c'est du vertex paint, hein, donc on est en train de peindre les petits points, les petits vertex en bleu pour attirer la couture. Ok. Et une fois que vous avez choisi où vous voulez mettre vos coutures, eh bien vous cliquez sur Unwrap. Avant de faire ça, c'est toujours bien de sauver pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc un petit Save as. Ok. Et là on clique sur Unwrap. Et vous voyez que ça va assez vite en fait. C'est un low poly, voilà, il a terminé. Alors ici on peut cliquer sur Check Seams. Et là il montre les coutures qu'il a faites. On voit qu'il a suivi exactement ce qu'on lui a demandé. Donc là c'est l'endroit des coutures. On a ça au polygroup et on a ça là où il y avait la ligne bleue. Maintenant on va regarder ce que ça donne en mode UV et on clique sur Flatten. Donc je peux décocher Check Seam et cliquer sur Flatten juste au-dessus. Et là voilà la planche d'UV qu'il a créée. D'accord? Donc il a fait ça vraiment de manière très idéale. D'accord? Comment tweaker les UV dans ZBrush? Eh bien, il y a moyen d'utiliser les outils de transpose. Donc là, avec CTRL et SHIFT, je clique sur un îlot et les autres deviennent automatiquement masqués. Ça, c'est quand on a un outil de transpose qui est sélectionné. Ok. Et avec l'outil ici, je peux déplacer l'îlot
dans mes UV. Je peux par exemple faire une rotation sur, sur la tête. Pour ça, évidemment, il faut enlever la symétrie. Et je peux faire un move et venir placer la tête ici au milieu. On peut faire un petit scale aussi pour prendre un petit peu plus de place ici si on veut. Et par contre celui-là, pour être sûr de ne pas avoir de problème sur les bords, je vais le scaler un petit peu ici à l'intérieur. Et celui-là, je vais venir le placer ici. Ok, donc vous pouvez toujours tweaker vos UV. Si vous utilisez en draw, en symétrie, si vous utilisez par exemple la brush move, eh bien vous pouvez éditer vos UV comme si on éditait les UV dans Maya. D'accord? Donc tous les outils de modélisation peuvent aussi servir à modifier les UV. Bon, ici je vous le déconseille parce qu'en général il faut un travail bien propre. Donc à moins que vous voyez qu'il y a vraiment un problème quelque part, parce qu'on peut aussi utiliser le smooth pour venir faire un relax, mais il faut que le smooth soit en Z-Add évidemment, parce que par défaut il a remis en RGB. Et donc là vous voyez qu'il y a moyen de revenir travailler sur les UV aussi avec le smooth. Ok? Donc ça c'était pour les manipulations des UV. Et donc quand vous voulez revoir à nouveau votre modèle, vous cliquez sur Unflatten. Et là, les UV sont à nouveau appliqués au modèle. Voilà comment faire des UV dans ZBrush. Ça va? Comment vérifier les UV? Eh ben, simplement, ici dans Texture, on fait un import. On va chercher le checker 4096. Et ici, dans l'onglet Texture Map, eh bien, on vient chercher la texture ici. Et là, on peut regarder si les UV sont corrects. Et là, on voit qu'il n'y a aucun problème en fait. Ok, donc il fait vraiment un bon travail. On peut décocher la texture. Donc ça, c'était pour valider les UV. Alors maintenant qu'on a notre objet, donc qu'est-ce qu'on a? Ici, affiché, qu'est-ce que j'ai? J'ai cet objet-ci. Et cet objet-ci, eh bien, il a les quads, mais il n'y a pas le détail. Et l'autre objet, ben, il n'y a pas les quads, mais il y a le détail. Ok, donc vous voyez que il y a les deux objets, celui qui est propre et celui qui est en sketch. Maintenant, j'ai envie de récupérer le détail que j'ai fait dans mon sketch dans mon low poly. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va commencer par subdiviser le low poly. Donc là, je mets les outils dont j'ai besoin. Et là, je vais subdiviser plusieurs fois mon mesh. Donc, une, deux, trois fois. Donc, j'ai subdivisé trois fois mon mesh. Donc là, maintenant, j'ai un high poly. Par contre, il est tout smooth. Vous voyez, comparé à mon sketch, il est tout smooth. Donc, comment est-ce que je vais faire pour récupérer les infos que j'avais et que j'ai envie de garder? Encore faut-il avoir envie de les garder. Mais là, j'ai envie de les garder. Eh bien, on va utiliser la projection. Alors, la projection, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui permet de projeter un mesh dans un autre. De projeter un ou plusieurs subtools dans un autre. Donc, dans ce cas-ci, j'ai projeté tout ce qui était sculpté ici en Dynamesh. Eh bien, je vais le projeter dans ma nouvelle géométrie subdivisée.
Alors avant ça, je vais subdiviser un peu mon Dynamesh pour qu'il soit un petit peu plus smooth. Et là maintenant, j'affiche mes deux objets, l'un sur l'autre. Je n'affiche que ces deux-là. Je sélectionne celui qui est en quad, qui est bien propre. Et je vais afficher dans les subtools le sous-menu Project. Et là, dans la subdivision 1, je viens faire un Project All. Dans la subdivision 2, je viens faire un Project All. Et dans la subdivision 3, un Project All. Et ainsi de suite, dans chaque subdivision, on va faire un Project All. La dernière subdivision, il projette dans mon high poly le plus haut la sculpture précédente, donc c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. Et voilà le résultat. Maintenant, je me mets en solo. Et là, donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai mon mesh cleané avec UV qui maintenant a récupéré toutes les infos de la sculpture aux différents niveaux de subdivision. Et donc maintenant, eh bien, je peux venir cleaner, par exemple, les paupières. Et venir préciser et continuer à faire évoluer la sculpture. Ici, je vais creuser l'œil puisque l'œil, tout comme pour la bouche, eh bien, ce sera un trou finalement avec le globe oculaire qui va venir dedans. Et les paupières, on va les faire mi-close. Et donc là, avec un inflate négatif, je viens creuser ici à l'intérieur. Ici, la sensibilité de ma tablette est un peu spéciale. Attention, quand vous reprenez un brush standard, elle est toujours en RGB. Donc mettez-la en Z-Add si vous voulez pouvoir encore travailler avec. Attention à la sensibilité de vos outils, donc modifiez l'intensité des outils en fonction de la sensibilité de votre. Et donc là maintenant on peut vraiment finaliser la sculpture. Et on ne perd rien du travail qu'on a fait dans le sketch. Donc là on fait évoluer le sketch. On vient préciser les formes. Et on va voir plusieurs méthodes pour rajouter du détail organique sur ce genre d'objet. Et on va utiliser les, les outils les outils par défaut, mais aussi toute une série d'outils et de textures
qu'on viendra importer. Et donc comme tout à l'heure maintenant, eh bien, on peut travailler sur l'intérieur de la bouche en cachant une partie. On peut aussi définir un polygroup en faisant un autogroupe ou un groupe visible, histoire de pouvoir facilement récupérer les différentes parties du mesh. Je vous sens fort dissipé, jeunes gens. Donc j'ai resubdivisé une fois pour ajouter plein de détails. Je peux smoother un petit peu les artefacts qui étaient dus au Dynamesh. Et là maintenant, vous voyez que quand je smooth en haute définition, eh bien, les volumes ne sont pas modifiés, c'est juste la surface qui est modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour rajouter du détail? Eh bien, une première chose, ce sont les strokes de brush combinés aux alphas. Par exemple, j'ai envie de travailler sur le bord des lèvres et lui rajouter toute une série de ridules. D'accord? Alors, pour commencer, je vais cacher l'intérieur de la bouche. Donc, je prends la même technique que tout à l'heure avec les edges. Donc là, je fais un autogroupe et je peux cacher ceci ici. Comme ça, je peux masquer l'intérieur de la bouche et faire un petit smooth ici sur donc là j'ai l'intérieur de la bouche qui est masqué, comme ça je peux utiliser des outils sur les bords des lèvres. Là je vois que je peux démasquer un petit peu cette partie là, voilà. Et vous voyez que quand je smooth le masque, eh bien c'est en fonction de la définition à laquelle je suis que je peux masquer plus ou moins, smoother plus ou moins le masque, hein. Donc ça c'est important de remarquer, quand on fait des contrôles-clics, c'est en fonction de la densité du maillage que le smoothing se fait. Donc vous pouvez gérer aussi, si vous voulez, un petit smooth en smoothant sur une haute définition ou un smooth beaucoup plus marqué en smoothant sur une définition plus basse. Donc voilà, maintenant que le masque est fait, alors ici on a la brush standard, on va chercher un stroke qui s'appelle drag rect. Le stroke drag rect, eh bien, au lieu de dessiner un coup de stroke qui suit la forme de la stroke, eh bien, on va pouvoir appliquer une transformation. Donc là, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que l'intensité est trop basse. Voilà. Donc là, avec l'alpha sélectionné, voilà le genre de transformation que je peux avoir. Et là, je vais aller chercher dans les alphas un truc qui s'appelle... Alors là, je vais aller importer non, je vais aller chercher voilà, un truc qui s'appelle Alpha 58. Et Alpha 58, qu'est-ce que ça permet de faire? Là, je vais baisser un peu l'intensité. Bien, regardez, ça permet de faire des ridules. Et là, je vois que je suis à une définition qui n'est pas assez marquée. Donc, je vais augmenter la petite tirette. Et là, je peux encore augmenter la petite tirette. Voilà. Et là, en fait, je peux ramener une série de rides rien qu'en venant placer cet alpha à plusieurs endroits grâce au drag rect. Avec différents scales. Et comme je suis en sub, eh bien ça vient creuser dans le modèle. Et ça peut me donner, là je suis en train de smoother, ça peut me donner aussi eh bien, des idées pour venir avec le clé tube renforcer. Bon,
donc le tube ne va pas du tout, donc je prends le standard. Venir renforcer certains. Donc profiter de ce que l'alpha est venu me proposer comme solution pour venir ajouter du chaos. Alors ici au centre, je vais enlever la symétrie. Pour venir faire quelque chose qui n'est pas symétrique. Et vous voyez que le masque fait en sorte bien que je ne modifie pas l'intérieur de la bouche, il n'y a bien que le pourtour des lèvres qui sont modifiés. Alors, vous voyez que quand je place un alpha, automatiquement je dois venir smoother après parce que l'alpha est très crénelé. Il y a moyen, directement dans les options d'alpha, de demander à avoir un blur intégré. Donc là, dans les modificateurs, vous voyez qu'il y a un niveau de blur de l'alpha et on peut augmenter le niveau de blur pour que quand on dessine l'alpha, eh bien, il y ait déjà l'alpha qui soit blurré, en partie. Vous voyez ici qu'il est tout à fait blurré. C'est peut-être un peu trop. Ok. Donc ici, on va sculpter en utilisant des alphas. Alors, les alphas, on peut les trouver par défaut dans ZBrush, mais vous pouvez aussi aller. Donc, vous allez sur le site de Pixologic, vous allez dans Support, Download Center, et vous avez ici un truc qui s'appelle Alpha Library. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'alphas qui sont rangés euh, par type. Donc là, on a par exemple des alphas de skin. Et vous voyez qu'on peut déjà faire des veines, des ridules. Il y a plusieurs types de scale, de lézards, etc. On va en utiliser quelques-unes pour tester. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs ici au niveau des rides. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Bon, apparemment, il faut tout downloader d'un coup. Donc là, j'ai téléchargé juste ce qu'il fallait. Je vais l'extraire ici. Voilà. Et donc ici, je peux importer l'alpha que je viens d'aller chercher. Et donc utiliser les alphas qui sont proposés. Directement. Bon, ici pour plus d'homogénéité, je vais continuer à travailler avec l'alpha que j'avais avant. Vous voyez que la librairie est quand même assez énorme. Et donc, il y a sûrement moyen de trouver votre bonheur. C'est aussi pour ça qu'on fait un lézard. C'est parce qu'il y a il y a beaucoup de textures qui sont disponibles justement pour faire tout ce qui est écailles, etc. Bon,
évidemment, ce que je vous montre, c'est une manière de le faire. C'est à vous d'imaginer aussi comment vous allez pouvoir mixer mixer toutes ces textures avec ce que vous voulez faire comme obtenir comme résultat. Et donc on vient rajouter dans un premier temps tout ce qui est moyenne fréquence. Donc on va rajouter tout ce qui est rides, tendons, euh, masse de chair, muscles, etc. Donc ça c'est vraiment toutes les infos de moyenne fréquence qu'on va rajouter ici. Alors pour ça vous n'êtes pas obligé de faire ça entièrement avec des textures. Vous pouvez aussi prendre simplement la broche dame standard et commencer à la main vous-même à faire toute une dame standard, ouais, c'était lequel? Donc vous pouvez vous-même à la main faire toute une série. Au revoir. De modifs et puis continuer à les faire évoluer. Ok, donc ça c'est une première chose. Ok, donc là on va faire tout ce qui est read. Donc tout ça ce sont les moyennes fréquences. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre outil? Eh bien toujours avec la broche standard, on va chercher encore une fois le drag rect. Et là comme alpha, on va aller rechercher on va aller rechercher alors dans
NetJV Mela ressource alpha, vous avez un truc qui s'appelle SW port 05. Ok, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc c'est SW port 05. Et donc ça c'est un alpha qui va permettre de venir en Z sub. Évidemment, il faut être en subdivision assez haute et en bonne intensité. Voilà, qui va venir faire toutes des skin ports. Et vous pouvez venir rajouter la densité de skin port que vous souhaitez. Et commencer à mixer les différents types de d'infos. Donc là on voit que les skin ports viennent se mixer au ridule. Et ça commence à donner des choses assez intéressantes. Ok, donc là c'est un travail de patience pour venir placer euh, tous les alphas, etc. Maintenant, il y a moyen donc aussi de faire ça de manière un petit peu plus surfacique. Et c'est là qu'on va voir les différents types de surface. Alors pour ça, on va ici aller dans surface. On va activer le noise. Et là on va zoomer sur notre bonhomme. Et là vous voyez que par défaut il y a un noise qui a été appliqué sur le mesh. Alors souvenez-vous, je vous ai proposé au tout début du cours d'importer d'abord, de commencer par créer une primitive ZBrush dans laquelle vous importez votre mesh pour être sûr de travailler aux unités ZBrush. Eh bien c'est pour ce genre d'outil-là que c'est crucial. Si vous avez travaillé à une échelle qui n'est pas bonne, eh bien cet outil-là ne va pas fonctionner correctement. Vous allez voir des espèces de grosses coutures qui vont apparaître, ou alors la zone affectée par le noise va être plus petite que tout votre personnage, ça va être problématique. Donc là vous allez pouvoir vraiment voir si vous avez travaillé à la bonne taille. Alors ici on va utiliser une texture. Ok. La texture, elle est aussi sur la bibliothèque, donc dans ressources, dans alpha. Ça s'appelle scale. En fait, il y a plusieurs scales. Vous pouvez prendre tous les scales et venir tester un petit peu ça. Et donc là, où est-ce qu'on va importer l'alpha? Eh bien, on va l'importer ici. Donc, on va cliquer sur alpha. Et là, on va aller chercher la texture de scale. Et on va prendre scale inv. Ok. Alors, scale inv, on ne voit pas tout de suite la différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est le mix basic noise. Il sert à mixer le noise par défaut avec l'alpha qu'on a là. Donc là, on ne veut pas du tout avoir de mix de basic noise, donc on retire le basic noise. On ne veut que l'alpha. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est augmenter la taille de l'alpha. Ou diminuer la taille de l'alpha. Ici, c'est plutôt diminuer la taille de l'alpha. Et augmenter le strength. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
eh bien on voit apparaître les écailles sur le modèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit que c'est tout pourri. C'est tout pourri ici, pourquoi? Parce qu'on est en mode 3D. C'est-à-dire qu'il utilise les différents planes et il vient plaquer la texture dessus et il s'arrange pour... euh, je sais pas vraiment ce qu'il fait en fait. S'il te plaît? Oui, c'est des projections frontales et entre les projections, je sais pas trop ce qu'il fait en fait, mais vous voyez que ça s'étire. Donc là maintenant, on va pouvoir bénéficier des UV, on va cocher UV et là on voit ce qu'il fait avec les UV. Et là avec les UV, comme on a fait des beaux UV nickel, eh bien c'est super nickel. Il ne reste plus qu'à ajuster l'alpha scale et on a ce qu'il faut. Et là on peut cliquer sur OK. Et là on voit que notre personnage a des écailles. Maintenant, est-ce qu'on veut des écailles partout de cette taille-là, etc. Peut-être pas. Et c'est là qu'on va commencer à jouer avec les layers. Alors, regardez bien. On va... Oh, ah oui. Là, le noise, pour le moment, c'est juste une preview. Ok, il n'est pas encore appliqué au mesh. D'accord? Donc c'est juste une preview. Avant de l'appliquer au mesh, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un layer. Donc si je vais dans mes layers, je crée un layer. Il est en mode record. Et donc il va enregistrer toutes les modifications que je vais faire. Avant d'appliquer le noise, je vais aller dans Edit et je vais augmenter la force. À la limite, je vais aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'avec le layer, je vais pouvoir diminuer l'intensité mais pas l'augmenter. Donc autant avoir une intensité assez forte pour pouvoir la diminuer, parce que si vous avez une intensité trop faible, vous n'allez pas pouvoir l'augmenter. Donc là, je clique sur OK et je mets Apply to Mesh. Voilà, il lui faut un petit peu de temps. Voilà. Et là, il a appliqué l'effet des scales sur le mesh. Et là, comme c'est un layer, eh bien, je peux jouer sur l'intensité du layer pour dire, ben voilà, l'intensité réelle des scales dont j'ai besoin. C'est plus facile à contrôler comme ça qu'avec une prévisualisation et, et là on voit qu'il y a assez de définition sur le mesh pour faire quelque chose de tout à fait correct avec des petites écailles comme ça. Maintenant j'ai pas envie qu'il y ait des petites écailles comme ça partout, j'ai envie qu'il y en ait juste à certains endroits et qu'il y en ait des plus grosses à d'autres. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien je vais cacher le layer, pas du tout. Je vais laisser afficher le layer et on va voir un nouvel outil qui s'appelle Morph Target. On va storer la morph target, donc on va capturer l'état du modèle avec ses scales. Je clique sur Store Morph Target. Ensuite, je peux cacher le layer, créer un nouveau layer, et dans ce layer-là, je vais utiliser la brush Morph. Et la brush Morph, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me permettre de peindre et de révéler là où je peins l'état qui a été enregistré avec la morph target. Donc je peux venir peindre exactement là où je veux les différents et donc là on peint avec ce qu'on a storé comme morph target. Et une fois qu'on a fini, on peut encore jouer sur l'opacité pour aller travailler dans le subtil ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut créer un nouveau layer. Et cette fois-ci, on va retourner dans Surface.
on va réactiver le noise et on va l'éditer. Et on pourrait changer d'alpha, comme on pourrait juste changer le scale. Ok, on change le scale de l'alpha. On clique sur OK. On va cliquer sur Apply to Mesh, mais avant de cliquer sur Apply to Mesh, je vais quand même cacher l'autre layer. Donc là, il enregistre encore une fois l'état dans ce layer-ci. Là, je baisse le niveau pour avoir quelque chose d'acceptable au niveau des grosses écailles. Et puis je viens faire un store morph target, donc je delete l'ancienne et je store la nouvelle. Et là, je peux réafficher mon layer de base, mettre un nouveau layer, et maintenant, avec ma morph target, je viens placer des écailles plus grosses à certains endroits. Ok. Donc ça, c'est le principe d'utiliser la combinaison surface, layer, morph target. Ok. Alors, on peut aussi toujours venir faire à la main toute une série d'éléments. Donc là, je vais faire un store morph target. Je réaffiche mes layers. Et là, je vais effacer une partie de ce que j'ai fait. Et j'ai envie que à cet endroit-là, par exemple, les écailles, ben, je les fasse à la main. Donc je peux prendre le mask pen et venir dessiner les autres écailles à la main pour faire une espèce de transition. Évidemment, ici dans ZBrush, je vais peut-être pas pouvoir faire tout à fait la forme d'écaille que je souhaite. Donc peut-être que je devrais aller dans Photoshop pour rectifier un petit peu certaines choses. Eh bien, le fait d'avoir fait des UV va me permettre de récupérer ce masque dans Photoshop et de continuer à le faire évoluer dans Photoshop. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux, dans mes options de masque, je peux
cliquer ici sur Create Alpha. Et là, il crée un alpha à partir du masque. Et je peux l'exporter en PSD. Et ça, ce sont les scale masques. Et je peux ouvrir ça dans Photoshop. Et donc vous voyez ici, je peux venir travailler sur en noir et blanc. Alors je suis en mode grayscale, hein, donc pour plus de confort, je vais me remettre en RGB. Je suis en 16 bits, donc pour plus de confort, je vais mettre en 8 bits, comme ça je peux utiliser tous les outils que je veux. Et là, je peux rectifier les alphas, faire en sorte qu'ils aient une forme d'écaille un petit peu plus naturelle. Je sais que les emplacements sont bons, donc je devrais pas trop me tromper si je rectifie ça comme ça. Alors, ici j'ai fait une map de 2048, mais je pouvais faire une 4096 si nécessaire. Je vous montrerai après où on définit la taille des maps. Ok, donc là, je peaufine. Je peux peaufiner aussi de l'autre côté. Voilà. Et là, je peux remplir ça avec du blanc. Et ressauver ce masque-ci pour venir le recharger ici dans ZBrush. Et ici, demander qu'il fasse un mask by alpha. Et là, vous voyez qu'il vient de faire les modifs. Évidemment, ça colle mieux à ce côté-là, vu que c'est de ce côté-là que je dessinais. Donc ici, je peux rectifier encore un petit peu. C'est la surface qui n'était pas tout à fait symétrique. Voilà. Et là, je peux utiliser par exemple l'outil déformation Inflate qui est ici pour venir embosser ces écailles ici. Et pareil, hein, je les fais dans un layer et puis je viens ajuster l'opacité. Voilà. Voilà, pour que ça se mixe correctement. Ok, bon. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Euh, Ça, c'est pour la sculpture. Évidemment, il y a encore plein de boulot. Hein. C'est pour vous montrer les outils. Il y a encore plein de choses à faire, mais comme ça, vous voyez un petit peu les outils qu'on utilise. Euh, donc on va mettre ça en couleur. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de layer en mode enregistrement. Et donc là, on peut choisir une couleur et faire Fill Object. Bon, là, il y a un masque, donc j'enlève le masque. Et vous voyez que là, tout l'objet est mis en couleur. Alors, le Fill Object, il est dans Color Fill Object. Moi, je l'ai mis ici dans mon
dans mon interface parce que je vais l'utiliser beaucoup. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous voyez que la couleur ici, elle est plus claire que la couleur qui est ici. Pourquoi? Parce que mon matcap est gris et que la couleur se multiplie à la couleur du matcap. Donc ici, pour être sûr de pouvoir peindre dans de bonnes conditions, je vais mettre en Skin Shade 4. Et là maintenant, on voit que la couleur affichée ici est la même que la couleur qu'on a ici au niveau du résultat visuel. Alors le Skin Shade 4, c'est pas un matcap. Vous voyez que ici vous avez une section de matcap et là vous avez une section de matériaux standards. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que ici, ce sont des espèces de petites images euh, qui vont donner une impression de volume, tandis qu'ici, ce sont des vrais matériaux avec des vraies propriétés qu'on peut tweaker. Ça veut dire que si j'affiche les propriétés de mon matériau ici, eh bien, je peux venir choisir, par exemple, la quantité de spécularité du matériau. Et donc on peut arriver à faire quelque chose d'un petit peu moins shiny, juste en jouant sur les courbes ici et les effets de spécularité. Ok, donc là vous paramétrez votre shader pour avoir le meilleur rendu possible. Et là je vous propose de partir d'abord avec une couleur de base. Et donc là avec un fill object, avec mon RGB intensité, donc l'intensité de la couleur que j'utilise, eh bien à 100%, je remplis complètement tout mon objet de vert. Maintenant, on va utiliser les masques. Les masques automatiques, et vous voyez qu'il y a moyen de masquer par cavité. Et là, en fait, le masque by cavity, en fait, il va analyser les infos qu'on vient de peindre dans le mesh pour créer un masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on peut utiliser ce masque-là, le blurrer un petit peu, ou pas du tout. Faire un contrôle-clic dedans. Non. On peut inverser le masque. On peut cacher le masque. Ben, il est toujours là. Et là, on est en train de peindre dans les creux. Et pour peindre dans les creux, eh bien, on peut prendre une couleur plus foncée, changer légèrement la saturation, et là, on va faire un remplissage en plusieurs couches. Donc, je baisse l'intensité RGB, et quand je fais un fill object, vous voyez je fais plusieurs fill objects pour avoir l'intensité souhaitée. D'accord? Donc là, il l'a fait, mais en plusieurs fois. Tu vois, si je continue, là, il le fait à fond. Là, c'est à fond, en fait. Alors maintenant, si je veux smoother ça, je vais faire un clear mask. Et avec Shift, je décoche Z-Add et je coche RGB. Et là, je viens smoother les couleurs. Encore une fois, on peut changer l'RGB intensité du smoothing. Donc là, avec Shift, je viens changer l'intensité du smoothing et je peux venir smoother un petit peu les différents trucs.
On peut aussi peindre à un niveau plus bas de subdivision pour smoother encore un petit peu plus les informations. Donc c'est vraiment c'est du vertex color. Donc ça c'est une première passe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre passe? Eh bien, je vais reprendre mon masque by cavity. Là, je vais travailler sur le profil de la cavité. Je vais augmenter le blur. Et là, j'inverse. Je vais blurrer le masque une fois. Je l'inverse. Et là, je vais peindre avec une couleur brune. Et je peux faire plusieurs fill objects pour venir peindre ici à l'intérieur des différents volumes. Et vous voyez qu'en fonction de la courbe et de l'intensité, eh bien, vous allez récupérer plusieurs différents niveaux de données en fait. Et là, je vais y aller à fond. Ok. Et ce que je vais faire après, c'est faire un clear masque. Donc là, il n'y a plus de masque. Je vais repiquer avec V ma couleur de base. Non, c'est pas avec V, c'est avec C. V, c'est pour switcher. Donc avec C, je repique ma couleur de base. Et là, je vais faire un fill object complet. Et là, je remerge les couleurs les unes dans les autres. Vous voyez, donc ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc là, j'ai remergé les couleurs les unes dans les autres en réappliquant la couleur de base plusieurs fois sur ce que j'avais obtenu comme résultat. Et donc là, je peux encore une fois récupérer les cavités. Là, je vais blurrer. Je vais faire un gros masque pour augmenter la taille du masque et blurrer le masque. Et là, je peux prendre un pinceau. Donc je prends mon pinceau standard, je me mets en RGB, je vais peindre avec une intensité faible. Et là, je peux venir peindre là, je peins des couleurs plus claires et je vais prendre le color spray. Ah, j'ai plus de masque du tout. Ah non. Donc je reprends mon masque. Et là, je viens.
Ok, donc on peut amener de la couleur et de la texture directement dans ZBrush. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir à un moment donné venir dans UVMap, déterminer une taille de texture, ici 4096, et ici dans Texture Map, eh bien on peut cliquer sur Create et faire une nouvelle texture depuis le Polypaint. Et là vous voyez qu'il a créé la texture dans les UV qu'on avait créés. On peut cloner cette texture et l'exporter en PSD et la récupérer dans Photoshop. Et dans Photoshop, ben, on peut aussi faire toute une série de manips. Donc on peut vraiment éditer la texture complètement. Ok, donc là, une petite édition des textures. Je ressauve ça en PSD. Et dans cette broche, je viens rechercher la nouvelle texture. Donc elle se trouve dans le module. Maintenant, pour l'appliquer, eh bien, je vais ici chercher la texture qui est dans le module. Alors, quand on exporte, il a la mauvaise habitude de swapper les UV, donc il faut chaque fois aller dans Adjust, Flip V. Et là, il faut retrouver le bon. Merci. Donc, j'ai pas importé la bonne texture. La voilà. Voilà. Et là, je sais plus ce que j'ai fait avec les UV. Voilà. Ok, donc on peut aller dans Photoshop pour éditer. Bon, ici, j'ai rempli de noir la bouche, donc il n'y a plus la bouche, mais c'est pas bien grave. À moins que la bouche ne soit, voilà, de l'autre côté. D'accord, donc il y a moyen de d'éditer ça autant dans ZBrush que dans Photoshop et de faire des va-et-vient entre les deux. Et si vous voulez repartir en Polypaint, eh bien vous pouvez toujours faire un Polypaint from Texture. Et là, il est censé becquer le Polypaint. Polypaint from Texture, il faut vous assurer que la RGB intensité soit à fond. Parce que sinon, il le fait à l'intensité qui est dans la tirette
RGB, là c'était 2%, donc on le voyait pas. Mais là, on est à nouveau en Polypaint et on peut continuer à l'éditer normalement et à repasser en texture quand on veut, etc. Donc on peut faire une série de va-et-vient.